Bonjour. Le premier point, c'est d'essayer de comprendre ce que je fais là. C'est-à-dire, je suis entouré de professionnels de l'image, de l'écriture et de la narration. Et moi, je viens vous présenter une société qui n'est pas tout ça, qui est une société extrêmement hybride. Malgré tout, je pense que mon invitation a du sens. Et au-delà de Webedia, quel est le rôle que peuvent jouer et quelle est la mutation qui est en train de se passer dans un écosystème digital. Et Webedia est peut-être un exemple assez intéressant à suivre de ce point de vue-là, mais avec une certaine forme d'humilité, parce que je vais plutôt partager avec vous les questions que je me pose et les chemins qu'on est en train d'embrasser ou d'interroger, plutôt que des vraies convictions de fond sur une prise de parole édito, parce que c'est pas vraiment notre métier pour le coup. Déjà, de façon extrêmement prosaïque, l'origine du groupe, on se caractérise comme une grosse start-up. On est né en 2007, grosse parce qu'on est un peu plus de 2200 dans le monde aujourd'hui et 1200 à Paris. Ça reste petit comparé au gros groupe audiovisuel. Et finalement, si je suis très bête et méchant, le point de départ de Webedia, c'est l'émergence du contenu par le SEO, c'est-à-dire à une époque où les médias viennent du papier, ils ne savent pas forcément extrêmement bien appréhender Google. Comment faire émerger du contenu dans un écosystème qui est à 100%, plus ou moins, maîtrisé par Google. Et là, on a deux créateurs qui s'appellent Cédric Siré et Guillaume Ultrier qui ont une approche sur la presse people qui n'est pas forcément très bien pris le sujet SEO. Donc SEO, le référencement naturel, hein, c'est-à-dire comment mon contenu il sort en première page sur Google. Le point de départ de Webedia, c'est ça. Donc quel est le lien avec notre sujet du jour de la vidéo, la prise de parole, la ligne édito? C'est qu'il s'est passé quand même pas mal de choses en 10 ans. Déjà, on se prend un nouveau monde, c'est-à-dire que Google n'est plus l'alpha et l'oméga de l'émergence des contenus sur le digital. Et depuis 3 ans, la plupart de nos sites ont un trafic entrant qui vient aujourd'hui quasiment à 50% de Facebook. Apple commence à promouvoir du contenu, Amazon aussi, donc on est dans une disruption totale des modes de diffusion, même sur le digital. Ensuite, on a la révolution des plateformes. Encore une fois, nous étant un site média, le réflexe d'un site média, c'est de maîtriser totalement la diffusion de son contenu pour pouvoir maîtriser le modèle publicitaire. Aujourd'hui, on n'a plus le choix que d'essayer d'embrasser la plateformisation de la consommation digitale, parce que c'est là que les consommateurs, les internautes consomment du contenu. Donc soit on va là où ils sont, soit on dit qu'on va faire la nique à Google et Facebook, ce qui est un combat intéressant, mais qu'on n'est pas tout à fait sûr de gagner. Donc aujourd'hui, on va sur ces plateformes, on va sur Twitter, on va sur Facebook, on va sur YouTube, et on essaie de jouer un rôle de média là-dedans. L'autre révolution, qui est la démonstration d'un Blackpills ou même d'un Spaceys, c'est la révolution du mobile. Pareil, le digital en 2007 n'est pas une consommation extraordinairement en mobile. Il faut que Steve Jobs et son petit appareil magique inventent un nouveau design, une nouvelle façon de penser l'écran pour que ça paraisse une évidence aujourd'hui. C'était pas le cas il y a 10 ans. La révolution de la vidéo, il y a des différentes études américaines qui nous disent en gros que 80% de la consommation de contenu Internet en 2020 sera la vidéo. Et on voit bien aujourd'hui la tendance d'un Facebook qui devient de plus en plus une plateforme vidéo. YouTube est déjà une plateforme vidéo. Instagram devient un peu une plateforme vidéo. Snapchat est une plateforme vidéo. On va dans le sens d'une communication, que ce soit en peer-to-peer ou de médias vers l'internaute, qui est de plus en plus vidéo. Donc, pareil, Pure People, à la base, c'est du texte et une photo. On est sur du SEO pur, tout ça est en train d'exploser. La dernière révolution assez importante qu'on est en train d'observer, que Webedia, pour le coup, a particulièrement embrassé, c'est la révolution de l'influence, c'est de se rendre compte que finalement, de jeunes auteurs, réalisateurs, humoristes, enfin tout ce qu'ils peuvent être, deviennent des médias à part entière, créent un lien de confiance entre un émetteur et un récepteur, et que pour faire de l'audience aujourd'hui, de façon extrêmement prosaïque sur YouTube, il y a deux solutions. Soit on achète du média, donc on fait en sorte que notre contenu soit pré-rollé sur YouTube, soit on fait diffuser le contenu sur la chaîne d'un influenceur. Mécaniquement, pour faire de l'audience, il n'y a pas vraiment d'autre solution, sauf à miser sur un buzz, mais si on connaissait la formule magique pour faire un buzz, on ferait tous des buzz. Et ensuite, la révolution du contenu au sens large, c'est-à-dire qu'on est vraiment à l'ère du content is king. Pourquoi? Parce que plus la
plus la forme de consommation devient sociale, devient prescrite par un pair, moins le SEO fonctionne. Donc il y a quand même, il faut que le contenu performe en tant que tel pour que quelqu'un me le partage, quelqu'un me le pousse, quelqu'un me le commente. Donc il n'y a plus forcément une formule magique algorithmique sur laquelle on pouvait construire un business model il y a encore 10 ans. Alors sans oublier l'innovation, je mets la slide pour la forme, mais je sais que ça fera plaisir à Voyelle. Moi je ne suis pas là pour créer des tendances et créer des usages, on est plutôt là, humblement, là où on est, à essayer de comprendre ce qui se passe et voir ce qu'on peut embrasser, mais on n'est pas des prescripteurs. On n'arrive pas avec la conviction qu'il faudra tout miser demain sur la VR. Si elle arrive, on verra quel rôle on a à jouer là-dedans, quelles histoires on peut raconter. Je le prends, moi, à titre personnel, avec plutôt une certaine distance aujourd'hui, tant que j'ai pas vu tout le monde avec des casques sur les yeux, et qu'en revanche, je constate qu'une histoire linéaire en 3 minutes, ça se consomme. Pareil, l'intelligence artificielle, les chatbots, enfin, l'AR, la réalité augmentée, on peut se poser plein de questions. Ce sont des technos qui nous amènent à nous challenger en termes de créativité, mais encore faut-il que l'usage soit là. Voilà, de même que la vidéo interactive, je ne l'ai pas vue, la vidéo virtuelle, je l'attends et je ne l'anticiperai pas. Aujourd'hui, en revanche, voilà, on est dans un écosystème totalement explosé sur la consommation de contenu. Donc moi, je ne suis pas là pour raconter des histoires précises, je suis là pour faire en sorte que des contenus puissent être délivrés, d'essayer de voir comment je vais aller toucher des internautes avec des contenus précis. Donc aujourd'hui, dans ce marasme digital, quel rôle on joue nous? Je ne sais pas si en appuyant sur play, ça va... Non. Okay. J'ai fait le geste qu'il ne fallait pas. C'est un trailer qui dit en gros tout ce qu'est Webedia aujourd'hui, parce que finalement, la marque n'est pas connue, et on se positionne comme le premier média digital français dans le monde. On rajoute dans le monde parce que comme on se tire la bourre avec le Figaro CCM benchmark sur la position française, au moins on sait que dans le monde c'est nous, et c'est une position marketing qui en vaut bien une autre, mais en gros voilà, on fait partie des grands sites et des grands médias leaders en France. Le nom n'est pas connu, en revanche la plupart des sites de médias sont pour le coup assez connus en France ou à l'étranger. Une des marques les plus connues, c'est Allociné. Dans le jeu vidéo, on est extrêmement présent avec jeuxvideo.com, IGN. Pas mal de sites sur le glam, mais également sur le food. Sur le voyage, on a également un média assez référent. Donc ça représente beaucoup de monde, beaucoup de marques. Pas mal de monde sur les réseaux sociaux également. Beaucoup de vidéos vues avec tous nos écosystèmes de talents en France et à l'étranger. Nos talents sont en France, en gros, on a comme Webedia est une société qui est bien financée, lorsqu'on veut aller sur un territoire, en général, on y va de façon assez musclée. Sur le territoire de l'influence, ça a été l'acquisition d'une société qui s'appelle Mixicom, au sein de laquelle les talents Cyprien, Norman, Squeezie, et aujourd'hui une jeune fille comme Sananas sur la beauté, sont les fers de lance. C'est une façon de dire assez rapidement que on a en gros les principaux influenceurs de France, et à l'étranger en général, comme quand on y va, on fait la même chose, que ce soit au Brésil, en Espagne ou en ce moment aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors, je ne sais pas si on reprend le clip d'une façon smart. Moi, je me pose la question de ce qu'on est. Donc, on est des sites médias, on va sur des plateformes de distribution, on a des clients. Il y a une activité extrêmement importante de Webedia qui est en B2B, qui n'est pas forcément très bien connue du grand public. On a des influenceurs, on a de la data, on a beaucoup de contenu. On a beaucoup de gens qui créent du contenu, soit en B2B, soit en B2C. Alors finalement, quand le sujet de la vidéo se pose, de la ligne éditoriale se pose, j'arrive à résumer notre approche en 2 questions. La première, c'est où toucher nos audiences, alors qu'en tant que média, on avait tendance à, encore une fois, vouloir faire en sorte que tout le monde vienne consommer sur nos médias, on est obligé de prendre le sujet autrement. Et la deuxième question, sachant que nous, on n'a pas un business model très, très clair, contrairement à un Black Pills ou un Spicy, nous, on est très agnostique par rapport à ça, on évolue énormément, et on appréhende la question de la production de vidéos que
à l'aune du business model. Qu'est-ce que je veux bien fabriquer du contenu, mais dans le digital, le contenu ne se finance pas très simplement. Donc, comment je m'y prends? Donc, la réponse 1, où est-ce qu'on touche les audiences? C'est partout. Donc, aujourd'hui, ils sont évidemment sur les plateformes sociales en tout premier lieu. Si on veut faire de la production vidéo, c'est quand même plus majoritairement à destination de Facebook ou de YouTube. Sur les sites, puisqu'il faut bien monétiser. Sur les mobiles, on peut même mettre in real life, à supposer que les casques de réalité virtuelle nécessitent une installation physique. Et la question va se poser de la télévision, des plateformes ou des plateformes payantes. Et la réponse 2, où est le business model? Aujourd'hui, le modèle d'origine, c'est un modèle de publicité en tant que site média, mais le modèle sur lequel on est en train d'évoluer sur la vidéo est beaucoup plus un modèle de brand content, ce qui nous éloigne beaucoup des problématiques que vous avez vues jusqu'ici, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque je produis de la vidéo, dans 80% des cas, elle est financée par un annonceur. Et on est sur un modèle qu'on appelle vraiment le brand content, dans le sens où ce n'est pas de la publicité, ce n'est pas la promotion d'un produit ou d'un service, c'est une histoire qu'une marque a décidé de raconter en vidéo accessible. Et nous, parce qu'on maîtrise un petit peu ces écosystèmes sociaux, parce qu'on a des capacités de production, parce qu'on comprend comment ça fonctionne et parce qu'on a des influences, on joue aujourd'hui de fait un rôle de producteur de contenu vidéo, ce qui n'était pas forcément notre métier de destination. Et les plateformes peuvent être également aujourd'hui une source de revenus. Ce n'est historiquement pas le cas de Facebook qui ne monétise toujours pas la vidéo, ni de YouTube qui la monétise, mais beaucoup trop mal pour qu'on puisse en vivre. C'est-à-dire qu'un Squeezie qui fait 2 millions de vidéos vues par jour et qui est capable de faire 25 vidéos par mois, il en vit très bien. Mais en gros, aujourd'hui, que lorsque vous faites 1 million de vues, vous allez toucher dans le meilleur des cas à peu près 1 000 euros, et c'est pas facile de faire 1 million de vues sur YouTube. Donc c'est pas facile d'aller toucher 1 000 euros, donc l'écosystème ne fonctionne pas. En revanche, ce qui est en train de se passer, c'est que YouTube se pose des questions depuis les États-Unis, et en France, ça fait 2 ans qu'ils nous interrogent sur l'émergence d'une plateforme premium de YouTube qu'ils appellent YouTube Red, sur laquelle ils sont prêts à préfinancer du contenu. C'est là où ça nous intéresse, nous, puisque, en gros, versus un Blackpills ou un Spicy ou même un Arte, on est plus, nous, sur l'univers que je qualifierais du light entertainment, ou ce qui en télévision pourrait s'appeler du flux. On n'est pas des producteurs de fiction, on n'est pas du tout des producteurs de documentaires ou d'informations brutes, j'ai envie de dire. On est entre le cinéma, le food, le people, le voyage, on est sur quelque chose d'assez light, et finalement, peut-être que notre point de comparaison est en effet plus le flux en télévision. Donc si demain, YouTube et Facebook, parce que Facebook l'annonce également, sont prêts à financer du contenu, là, pour le coup, on a un intérêt financier à développer des productions. Et ensuite, les plateformes payantes, alors je le dis avec beaucoup de prudence, mais on peut considérer que Blackpix, demain, pourrait être un client pour nous si demain, nous nous amusions à nous positionner comme un producteur de fiction, ce qu'on n'est pas aujourd'hui. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'on est agnostique, c'est-à-dire qu'on regarde comment le marché évolue, on regarde quelles sont nos forces. On est une société privée qui a beaucoup de force dans le digital, et on va se demander, et encore une fois pour ça que je vous dis que l'exemple de Webedia est intéressant, parce que les autres sites médias vont se poser la question, quel rôle on peut jouer, seul ou en étant accompagné, dans ces nouveaux modèles qui sont en train d'émerger, qui nous amènent à nous interroger. Parce qu'encore une fois, c'est comment je touche mes audiences, et quel est le business model. Donc si demain il y a des business models de préfinancement, on les étudiera, pour peu qu'on ait des cartes à jouer. Donc si je devais résumer notre métier en 3 points, notre premier métier, c'est fondamentalement développer des productions rentables pour nos sites et nos talents. On n'a pas de modèle d'abonnement, on n'est pas un modèle de préfinancement télé, donc lorsqu'on fait de la production, il faut s'assurer que la rentabilité est en bout de ligne, ce qui est, encore une fois, sur le digital, extrêmement compliqué. Le deuxième métier, c'est de transformer nos partenaires annonceurs en producteurs de contenu. C'est-à-dire qu'on participe énormément au Webedia à cette logique de désintermédiation entre Procter et Gamble et le client. C'est-à-dire qu'en effet, le gros média qu'on était, nous, historiquement, ou que la télé peut être, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, les marques sont en train de prendre la parole, et on fait partie des acteurs qui les aident à trouver le bon ton, le bon point de contact. On ne s'adresse pas à une cible de la même façon sur Facebook, sur YouTube, sur Snapchat, sur Instagram, sur Pinterest, ce que vous voulez. Donc nous, on fait partie de ces agitateurs du digital qui croient à peu près comprendre les codes, puisqu'on est nous-mêmes un média, donc les codes, on les vit au quotidien, et donc on accompagne nos annonceurs à se positionner en producteurs de contenu. Et troisième métier, qui va être finalement
la question un peu stratégique moyen terme qu'un groupe comme Webedia devra se poser demain, c'est comment participer à la création de valeur sur les nouvelles plateformes de distribution. Elles vont exister, elles existent déjà historiquement lorsqu'elles s'appellent YouTube ou Netflix, Blackpill, Studio Plus émerge, Apple fait des annonces en fanfare, Facebook commence à en faire aussi, donc finalement, une logique de préfinancement est en train de s'installer dans l'écosystème digital, jusqu'où, à quel point, payer comment, avec quelle métrique, est-ce qu'on sera sur du 300 € la minute ou plus que ça. YouTube Red, lorsqu'ils sont venus nous voir il y a 2 ans pour nous demander de faire de la production de fiction ou de unscripted pour eux, on était sur des projets qui dépassaient le million d'euros potentiel en enveloppe. Donc ça va exister. Et nous, on est là aujourd'hui, on n'est pas trop mauvais sur le digital, on n'est pas un acteur natif de la vidéo, même si moi, à titre personnel, je viens de cet écosystème et que je suis sûrement à un moment où justement un groupe média qui vient du SEO est obligé à se transformer en producteur de contenu, est obligé d'embrasser la vidéo, puisque pour le coup, la vidéo va devenir le langage naturel extrêmement majoritaire là-dedans, mais les questions qui se posent sont nombreuses et nous, on sera systématiquement obligés de les adresser avec toujours un point de vue de rentabilité. Puisqu'on n'est pas une start-up à la Facebook ou à d'autres qui se donne 5-6 ans pour toucher sa cible et expérimenter son business model. Aujourd'hui, on est à un stade de maturité où on est sur une rentabilité assez immédiate. Ce qui est compliqué dans l'univers du digital, Facebook ne serait pas là s'ils n'avaient pas pu se payer des années de test and learn sur leur modèle. Donc, il n'y a pas une solution qui est meilleure qu'une autre aujourd'hui. On peut sûrement faire des investissements sur 2-3 ans pour tester des business models, mais on va dire qu'au Webedia, on a une société où la rentabilité est quand même assez immédiate. Donc, si on considère que lorsqu'on est un site média, faire du brand content, ok. Aller sur les plateformes sociales, mais ne sais pas. Est-ce qu'on doit aller sur Facebook lorsque le contenu n'est pas monétisé? Voilà, s'il n'est pas payé par Procter, L'Oréal, Coca-Cola, pas forcément. Nous, on fait partie des sites médias qui ne se sont pas positionnés sur Snapchat il y a 1 an, parce qu'on n'a pas vu où était le business model. Ce n'est pas une vérité. En revanche, on est obligé, en tant qu'acteur industriel, de se poser systématiquement la question, on y va, on n'y va pas. Pour nos partenaires annonceurs, en revanche, c'est beaucoup plus simple. Faire du brand content, ok. Aller sur les plateformes sociales, ok. Les annonceurs ont intérêt à aller toucher leurs audiences sur Facebook, sur YouTube, pour eux qui se créent un asset, une page annonceur sur Facebook ou une chaîne sur YouTube, et on va les aider à créer ces points de contact. Et juste pour vous dire un petit peu tout ce qu'on s'autorise à faire chez Webedia, à quel point on n'a pas de limite dans notre façon de penser. Comme on est un acteur de référence sur le gaming et sur le e-sport, on s'est positionné en tant que diffuseur sur une plateforme qui s'appelle Twitch.fr, enfin qui s'appelle Twitch tout court, pardon. Elle n'est pas du tout .fr, elle l'est, mais c'est avant tout une plateforme internationale qui a été rachetée par Amazon, si je ne dis pas de bêtises. Twitch, c'est la plateforme de référence de ceux qui aiment le gaming et le e-sport et qui veulent regarder des parties en direct. Donc encore une fois, on est sur quelque chose de très cible, de très segmentant, et je ne pense pas qu'il y ait énormément de personnes dans cette salle qui aillent régulièrement sur Twitch, sauf que ça existe pour un contenu particulier. Et comme on est très fort sur le e-sport et qu'on veut être un prescripteur de cette activité, on a lancé une chaîne qui s'appelle lestream.fr et qui doit diffuser entre 10 et 15 heures de contenu par jour avec une notion d'éditorialisation. Donc là, tout d'un coup, on devient plus ou moins comme une chaîne, comme un diffuseur broadcast, sauf qu'on n'est pas sur du hertzien, on est sur du digital pur, sur une plateforme qui est très spécifique, qui ne parle quasiment que de jeux vidéo. Et là, en octobre, il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, on a annoncé le lancement, donc qui est toujours soumise à l'agrément du CSA, mais d'une chaîne ES1 qui sera 100% dédiée au e-sport, qui sera diffusée sur les CAPSAT. Pourquoi Webedia devient tout ça? Précisément parce qu'on devient un acteur du divertissement digital égale vidéo, qu'on a plutôt une longueur d'avance dans cet écosystème parce qu'on est un groupe qui est nativement digital, et donc le champ des possibles est total. C'était ce que je voulais vous dire là-dessus. J'ai quelques exemples de trailers, mais vu comment ça fonctionne, je peux vous le raconter rapidement. Ça, c'est une vidéo qu'on a faite il y a 1 mois pour Volkswagen. C'est un court-métrage
sur YouTube, avec Thomas Sisley dans le rôle principal. On n'est pas dans la réinvention des codes, on est simplement en train de voir comment, bon, là pour le coup on est très proche de la publicité, mais comment aujourd'hui sur YouTube on peut raconter des histoires un peu plus longues. Cette vidéo doit faire à peu près 4 minutes, en mettant en avant ce que le constructeur veut qu'on mette en avant, mais en l'encapsulant dans une fiction. C'est une mise en abîme d'un tournage de cinéma où le comédien oublie de filer les clés de la voiture au cascadeur et il prend lui-même le volant parce qu'en fait c'était sa voiture personnelle, parce que Volkswagen ce n'est pas du cinéma. On est en train également de développer des web-séries pour des annonceurs, quels qu'ils soient. Là en l'occurrence on a fait pas mal de productions pour des offices du tourisme. Là très récemment le Canada, on envoie encore des influenceurs au Canada dans les semaines qui viennent. C'est une façon de raconter le pays. C'est une espèce de rendez-vous en terre pas tout à fait inconnue. Donc on est sur des mécaniques qui sont relativement proches de la télévision, sauf que dans le cas d'Elysée Moon par exemple, c'est une série de 3 épisodes de 6-7 minutes. Donc on essaie de comprendre les codes YouTube pour voir quelle est la durée qui est pertinente en fonction du contenu qu'on a ramené aussi, quelle est la forme de tout ça. Donc c'est du light entertainment, de la light factual reality, enfin tous ces codes qui avaient un nom en télé il y a 10 ans et qui sont en train de se réinventer, puisqu'aujourd'hui Facebook et YouTube deviennent des plateformes de diffusion majeures pour ces annonceurs. Moi, depuis un peu moins d'1 an, je produis un show pour Maybelline New York, donc une marque de L'Oréal, où on fait 4 lives de 1 heure à 1 heure et demie dans l'année. Et quand je dis live, c'est une configuration télé, c'est-à-dire qu'on a une équipe de réalisateurs et de techniciens télé. On tourne à 9 caméras. Il se trouve que la diffusion est sur YouTube et que le studio n'est pas grand en comparaison des studios qui sont à côté de nous à la Plaine Saint-Denis aujourd'hui. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est de la télé. C'est de la télé avec un temps de diffusion qui ressemble à de la télé, parce qu'en effet, un live, plus il est long, plus il touche son audience. Donc on n'est pas sur les codes de consommation de la VOD. Et je pense qu'on est au début de tout ça, et on a choisi YouTube parce que la principale influenceuse qui host le show est youtubeuse. Mais l'émergence du live sur Facebook va nous amener tous autant qu'on est à se poser pas mal de questions sur la façon dont on va traiter ça. Et on crée des nouveaux formats. Là, on a créé un format sur Allociné. Pourquoi on l'a créé? Parce que c'est un format qui est exactement construit pour faire la promotion de films. Donc on sait qu'on a des distributeurs cinéma qui vont payer le contenu. Voilà. On ne se l'est pas payé pour faire de l'audience, parce que l'audience ne se monétise pas. On se l'est payé pour être un véhicule à brand content. Et dans les mouvements qu'on est en train d'opérer, on aide également nos annonceurs à inventer leur communication corporate, puisqu'ils ont compris qu'aujourd'hui, un collaborateur n'a pas une consommation de vidéos spécifique lorsque sa société lui parle et différente lorsqu'il va surfer sur Facebook ou sur YouTube. Donc la façon dont on s'adresse aujourd'hui aux gens, vu que la majorité de ces contenus sont digitaux, il faut respecter ces codes de divertissement, d'immédiateté, du digital, qui va vers plus de légèreté, vers moins d'intermédiation. On est beaucoup moins top-down aujourd'hui et beaucoup plus, si ce n'est bottom-up, en tout cas peer-to-peer. C'est aussi l'exemple de Spicy de ce point de vue-là. On accepte d'être sur un terrain si ce n'est plus égalitaire, en tout cas beaucoup moins top-down que les médias traditionnels. Et on est également en train de développer de la production value de nos vidéos sur YouTube et Facebook. Aujourd'hui, vous voyez des vidéos sur lesquelles on peut mettre 200 000 € de valeur de production, ce qui est beaucoup. Et encore une fois, pourquoi on a mis cette valeur de production? Parce qu'on a un annonceur qui accepte de financer, de cofinancer la production de ce contenu. Donc on embrasse ce mouvement. On peut pas. Ça, c'est un exemple, c'est la vidéo qui a été la plus vue sur YouTube France en 2016, qui s'appelle Assassin des Templiers. C'est un rap de Norman sur les toits du château de Fontainebleau. Ça a été fait pour la sortie du dernier opus du jeu Assassin's Creed. Cette vidéo ne peut pas exister si Ubisoft ne la finance pas. En revanche, voilà, elle est bien financée, elle fait un produit que je vous invite à regarder, parce que la production value est vraiment au rendez-vous. C'est un très joli clip bien produit de 5 minutes avec des gens qui font du parcours sur les toits. Enfin, c'est une belle production. Donc finalement, nous, notre rôle, c'est de façon assez humble et sans être en avance, de prendre part à la révolution des contenus vidéo des 10 prochaines années, plutôt comme point de départ sur du divertissement léger et plutôt sur les plateformes sociales. Mais encore une fois, on sera amené à se poser la question, nous, acteurs, aujourd'hui vidéo par la force des choses français, est-ce que demain on aura des jeux à jouer sur un Black Pill? Sûrement pas seul, parce que nous, les très bons auteurs de fiction,
On les a pas, mais est-ce qu'on est capable de travailler avec eux? Est-ce qu'on sera demain une espèce de boîte encore plus hybride, à mi-chemin entre un diffuseur et un producteur? Ben pourquoi pas? Parce que tout ça, ça va s'inventer. On sera tous, tous les industriels de secteur, amenés à se poser la question de nos positionnements respectifs. Et il n'y a pas forcément de tabou si on est agile. Voilà.